et qu'on voit très bien sur les tiges mortes. في أعلى هضبة ديكسام في وادي تنمو فيه التنينيات يقوم الرجال بتجميع هذا النسخ الأحمر الثمين. يطرح باتريك بلون أسئلة لا حصر لها على دليله حول عملية الجني هذه التي تتم مرة واحدة في السنة بين الرياح الموسمية الشرقية والرياح الموسمية الغربية. Dis-moi, tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'ils font là pour récupérer leur fameux sang du dragon? They collect it by heating the trunk by a traditional knife. Yeah, they come here every year, then they collect it to the goat skin, and then they let the tree till the next year. Then they collect it again. Ah oui, donc il faut énormément de temps puisque c'est seulement une fois par an. Ça veut dire que dans ce milieu qui est tellement sec où tout pousse très très lentement, il faut beaucoup de temps à l'arbre finalement pour se régénérer au niveau de l'écorce et de pouvoir récupérer à nouveau la résine. Merci. Oui, ben, donc ça m'aide de récupérer quelques grammes simplement de sang de dragon. Ça veut dire que ça représente énormément d'heures de travail en fait. خلال فصل الشتاء تنتقل العائلات التي تعيش من صيد الأسماك ومن جني الثمار طوال السنة إلى المنتجعات المخضرة بعد التساقطات المطرية القوية، وتعيش في هذه الكهوف مع قطعانها الضعيفة المكونة من بعض عنزات وخرفان وبقرات نحيفة. أحضر الرجال للقرية النسغ البلوري للتنينيات بعد جنيه من الهضبة، ويقوم رجال القرية بتحويله إلى المسحوق الدقيق الذي اشتهرت به سوق قطرة أكثر من البخور، والذي كان سعره يتجاوز وزنه 10 مرات تحت العهد الروماني. اعملوا اللي داخل اغرف اعملوا الصحن هناك ولفيت ايوه. بعد تسخينه لبضع دقائق يتحول المسحوق إلى عجين لزج يقترب لونه من السواد وله استعمالات مختلفة. يتم تحضيره على شكل كريات صغيرة ويباع في سوق العاصمة حاديبو، وقد يسافر أبعد من ذلك لتطور مزاياه الطبية والعطرية وقدراته على طلاء الرخام والثوب في مناطق أخرى من الجزيرة العربية السعيدة. ساهمت الكميات الهائلة من الأمطار التي تتساقط على الجزيرة خلال الفصلين الموسميين ورياح الأعاصير العاتية في رسم وتشكيل هذه التضاريس الكلسية. ومن بين التجويفات العديدة التي تخترق الجبل مغارة هوك التي تعتبر أوسع وأعمق مغارة هناك، وسيقوم بيتر دغيست ونيكولا بزيارتها، وهي تعتبر مكانا فريدا في التاريخ القديم وكأنها محراب منطوي على أسرار. Ici, nous sommes dans une zone extrêmement fragile. Il y a des excentriques qui poussent dans toutes les directions, partout. Attention pour la tête. Toujours marrant, les excentriques, ça porte bien leur nom parce qu'on a l'impression que ça ne tient pas du tout compte de la gravité. Ça fait carrément un pied de nez à la pesanteur, ça part dans tous les sens. Oui, et ici partout là-bas, oui. Demande quand même. C'est du gypse, celui-là. Dans une cave où il n'y a pas un souffle d'air, comment on peut arriver à avoir une horizontale aussi fragile? Voilà. Maintenant, tu entends que quelques gouttes qui tombent, mais avant, c'était vraiment des cascades ici.
Ça ici, Nicolas, c'est la seule gourde encore active dans la grotte aujourd'hui. Gourde ou une vasque? Oui. Donc juste après les périodes de mousson, dans le mois de décembre, janvier, le niveau de l'eau ici monte à peu près 15 cm et c'est actif ici. C'est plein d'eau partout, c'est vraiment très 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 joli. Et là-bas, il y a un texte, tu vois, c'est pas si clair, mais c'est un texte en brahmi. Donc c'est d'une partie nord-ouest de l'Inde. Donc ça, vraiment, c'est le commencement ici de la partie archéologique. Il y a un croisement de langues incroyable dans cette grotte, parce que qu'est-ce qu'on trouve à part le brahmi? C'est la folie ici. On a les pré-éthiopiens, des Abyssines peut-être, le palmyre. Et la langue C'est du vraiment- Christ. Et la langue du Christ, l'aramée, oui. On a une grosse stalagmite ici. Et au bout là-bas, un ascensoir avec du charbon dedans. On pense pour le moment que c'est assez vieux parce qu'il y a des concrétionnements dessus. Tu vois là-bas, Ouais, des je vois. parties blancs. Et je pense que c'était pour éclairer la route jusqu'au bout de la grotte. On retrouve l'usage de l'encens. Tout ça sur un magnifique hôtel géologique. Oui. Allez, je te suis. Tiens, oublie pas ton... Ouais, je vais le prendre. Continue par là. Oui, c'est par là. Et ici, fantastique, Ah oui, attends, ça c'est fou. un bateau. Tu vois, il y a des voiles là-bas. Mât, les voiles, la proue. Et la forme, c'est probablement une ancienne poutre de Ouais, l'Inde. et on reconnaît, enfin, tu vois, le système Oui. de gouvernail Oui, oui, qui oui. traverse comme ça. Tout ça, en fait, au niveau datation, c'est pour vous de l'ordre des hypothèses. La seule chose qui vous permette de dater avec précision dans les objets archéologiques que vous avez trouvés ici, c'est cette fameuse plaquette Oui. dont tu es ce que l'on appelle l'inventeur, c'est-à-dire c'est toi qui l'as découvert, d'ailleurs elle porte ton nom maintenant, Oui, et tu l'as trouvée appuyée contre le stalactite oui, contre la stalagmite. mythe qui est juste là-bas. derrière. Oui. Et ça, c'est un document, enfin une pièce extraordinaire parce que elle se date d'elle-même. Elle a été laissée ici par un voyageur 3 siècles Oui. après notre ère. Et là où c'est un document exceptionnel, c'est qu'elle est écrite, rédigée dans la langue de Aramée. Jésus-Christ, Oui. l'araméen. Araméen. Je vais te montrer. Parce que la tablette, ça, pour l'heure, elle a été dissimulée dans la grotte pour se mettre à l'abri des convoitises. Oui. Mais on a les photos de la découverte. Et c'est encore dans la grotte. Alors c'est une tablette de bois. Et alors le texte a été gravé probablement avec un instrument métallique et comblé avec une espèce de matière noire. Oui. Et il a Rempli. incroyablement bien résisté au temps. L'auteur s'appelle Abgar. Abgar. Et qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait de lui, je vais faire la traduction du texte ici. Moi, Abgar, Ouais. fils de Absmaya, je suis venu ici le 25 jour du mois de Tamu. C'est probablement juillet, D'accord. dans l'année 258 Après Jésus-Christ. après Jésus-Christ. Je suis venu dans le pays du Nissi. Ça, on ne sait pas exactement. À quoi ça correspond? Oui, voilà. Toi, homme, tu es venu ici, je te bénisse et je te prie de laisser la tablette sur sa place. Les volumes sont gigantesques ici, hein. 70 mètres sur 30. Et les stalagmites, des colonnes gigantesques. Ce sont de vraies archives paléoclimatiques, ça. C'est la bibliothèque d'histoire Socotra. C'est difficile à dire, mais ça peut atteindre jusqu'à quelques millions d'années, ça. Ah oui, donc c'est pas une bibliothèque, c'est quasiment le disque dur de la climatologie Oui, de l'histoire de la Terre. oui, si tu veux. Alors, c'est assez étonnant de voir que, au-delà de la beauté des stalactites et des stalagmites, c'est une mine de renseignements pour une science qu'on appelle la paléoclimatologie, c'est-à-dire l'étude des archives climatiques de la Terre. Oui.
sur laquelle, jusqu'à présent, elle s'appuyait sur l'étude des archives des glaces. Des glaces, c'est juste. La dendrochronologie, c'est-à-dire que ça, c'est l'étude des cernes des arbres. Des arbres. Et puis l'étude des variations de niveau des lacs, c'est ça? Oui, c'est ça, des varfs. Oui. Et alors, maintenant, on y ajoute une nouvelle technique. Sur des spéléothèmes. Et le spéléothème, c'est quoi? C'est une stalagmite. C'est une précipitation secondaire calcite dans une grotte. Ça, c'est une spéléothème. Et si on coupe, on prend une petite planche, et on voit déjà qu'on a des lamines qui sont plus épais, plus étroits et aussi blancs ou plus bruns. Donc ça, c'est après 10 cm, donc c'est à peu près 1000 ans. Là, tu as la lecture des événements climatiques des 1000 dernières années. Oui. Vous, ça vous permet quand même de suivre des événements avec une précision chronologique de quel ordre? D'une pourcent. Donc alors, quand tu fais après un graphique sur les 6000 dernières années, qu'est-ce que ça te donne comme analyse? On voit les 6000 années ici. D'accord. Et on voit que... Et on s'est pas arrêté de bouger. Voilà. Entre 1000 et 1700, c'était plus sec qu'aujourd'hui. Et surtout, ce qui est étonnant, dans la période qu'on trouve ici des vestiges archéologiques, dans la peinture, la brahmi, c'était plus humide qu'aujourd'hui. Donc quand il y a une grande activité commerciale, économique, on s'aperçoit que la mousson y a probablement été pour quelque chose. D'abord parce que les vents de mousson ont favorisé le trafic maritime et qu'en plus, je suppose qu'avec plus d'humidité, la végétation était plus importante. C'est quand même incroyable de voir qu'on peut presque lire l'histoire dans ce minéral. On peut faire la liaison entre la géochimie stalagmite, l'archéologie et la biologie. نادرا ما تنعدم السحب في سماء سقطرى، وخلال أسابيع طويلة تجعل الرياح الموسمية القوية من الصعب جدا ولوج الجزيرة من المحيط. ولما نجح الإغريق والرومان في السيطرة على الرياح خلال القرن الأول قبل الميلاد، أسهموا في تطوير التجارة البحرية في البحر الأحمر، وبالتالي كان ذلك إعلانا بانهيار طريق البخور الأرضية. Patrick? Oui. Ah, salut Nicolas. Montre? Ah oui. Alors voilà la fameuse résine. Et l'arbre dont elle est issue? C'est Boswellia elongata, c'est une des 7 espèces qui sont toutes endémiques de l'île. Ah oui, il y a 7 espèces Oui, d'arbres il y a une diversification spécifique à Socotra. C'est la plus grosse diversification des Boswellia. Elle a eu lieu à Socotra, parce qu'il y a quelques espèces en Somalie et au sud de la péninsule arabique, mais c'est vraiment ici que tout se passe pour les Boswellia. Et beaucoup d'ailleurs poussent sur les pentes très très fortes aussi. Et alors comment on les récolte? Alors on les récolte, ils font une incision et très peu de temps après, une semaine après, simplement ils collectent les perles d'encens. Du temps de la reine de Saba, là, tu sais que là t'en avais pour une fortune. Oui, oui. Botaniste à l'époque, ça... Dans les textes anciens, on disait que ça procurait aux arrivants un sentiment divin et ineffable. Et quand on faisait des fumigations, c'était une manière d'associer ses invités à la félicité et à la communauté de bonheur que sont les parfums. Et on ajoutait que quand on pouvait maîtriser les parfums, c'est joli, on pouvait maîtriser les cœurs. C'est superbe. Et là, tu vois, sur les rochers, il y a plein de choses tout à fait intéressantes. Et j'ai demandé à Géraldine et à Stéphane de nous mettre des cordes. C'est quoi les petites coulées vertes que l'on voit là? Là, les petites coulées vertes, c'est des capriers. Bon, ben on va les s'équiper. D'accord, je te suis. Là, il y a tous les stades, là. C'est une nurserie ici. Voilà, regarde. voilà. Tu vois celui-là, là? Oui. Tout petit, celui-là. Ah. Il est de l'année. Il est pile dans une petite prise qui m'aurait bien aidé. Puis on regarde le Boswellia, l'arbre à encens, l'énorme